Un homme se tient au bord d'une rivière. Il a 54 ans, il s'appelle Ricky Williams. Sa canne à pêche pend au bout de son bras. L'eau coule, claire et froide. Il y a des truites qui nagent là-dessous. Il le sait, mais depuis 30 minutes qu'il lance sa ligne, rien, pas une touche. Cette journée qui s'annonce tranquille et sans grand-chose qui arrive est sur le point de se développer de façon bien différente. Bienvenue au Récit de l'ombre. Ricky Williams n'est pas seul, il est accompagné par un chien, un bâtard efflanqué qui fouille les buissons à la recherche de quelque chose à manger, quelque chose, n'importe quoi, car voilà des semaines que l'homme et la bête campent dans ce bois. Et leurs provisions s'épuisent. Le dernier sachet de nourriture a été vidé hier. S'ils n'attrapent pas 2 poissons aujourd'hui, ils ne mangeront pas ce soir. L'endroit où se trouve cet homme porte un nom sinistre. Il s'appelle Dismal Creek, ce qui veut dire le ruisseau lugubre. Et pourtant, le lieu est magnifique. Une vallée étroite au sommet d'une montagne, des arbres partout, le silence, la paix et surtout le sentier des Appalaches qui serpente à travers ces bois. Le sentier des Appalaches, c'est 3500 km de chemin balisé qui traverse la côte est des États-Unis du nord au sud. 14 États en tout, des millions de randonneurs chaque année et un code non écrit, une loi tacite que tous les marcheurs connaissent. Quand tu croises quelqu'un sur le sentier, tu l'aides s'il en a besoin. Et lui t'aide si tu es en difficulté. C'est une communauté, c'est une fraternité de la montagne. Ricky Williams connaît bien ce code, il l'a toujours respecté. Alors qu'il lance sa ligne encore et encore dans Dismal Creek, il espère qu'un randonneur va passer, que ce randonneur verra ce vieil homme maigre avec son chien famélique et qui lui donnera un peu de nourriture, mais personne ne vient. Une demi-heure passe encore, toujours rien. Le soleil décline, bientôt ce sera le crépuscule et Ricky n'a toujours rien attrapé. Soudain, le chien gémit, il se raidit, ses oreilles se dressent. Il a senti quelque chose. Un danger, peut-être ? Ricky pose la main sur la tête de l'animal pour le calmer et c'est alors qu'il entend une voix. Dans les bois, derrière lui, quelqu'un arrive. Ricky devrait être soulagé, enfin de l'aide, enfin de la nourriture, mais quelque chose le met mal à l'aise, une sensation étrange, un frisson, la peur. Alors, il faut que vous compreniez une chose. Ricky Williams a 54 ans, il est frêle et depuis des semaines qu'il ne mange presque plus, il a encore maigri. Ses vêtements flottent sur son corps décharné, il ne représente aucune menace pour personne, juste un vieil homme faible au bord d'une rivière. Et le sentier des Appalaches est un endroit sûr, en général. Mais au cours des décennies passées, il y a eu des meurtres. Bon, pas beaucoup, mais il y en a eu. Et justement, l'un de ces meurtres s'est produit ici, à Dismal Creek, au moins à 3 km de l'endroit où Ricky pêche en ce moment même. C'était un double homicide en mai 1981, 27 ans plus tôt. 2 randonneurs poignardés et abattus par un tueur tristement célèbre dans la région, un homme nommé Randall Lee Smith. Ricky Williams connaît bien cette histoire, tout le monde la connaît dans le coin, et il sait qu'il se trouve très proche du lieu du crime. Alors oui, Ricky cherche de l'aide, mais en même temps, il ne peut s'empêcher d'être inquiet parce que, encore une fois, Ricky est un petit bonhomme frêle. Si jamais la personne qui approche a de mauvaises intentions, Ricky se raidit, il écoute la voix masculine se rapprocher de plus en plus près, de plus en plus distincte. Puis, finalement, un homme, au début de la trentaine, sort de la ligne des arbres. Il voit Ricky, les 2 hommes se regardent, une seconde de silence, puis l'inconnu sourit et dit « Bonjour, comment allez-vous » Ricky se détend. Cet homme n'a pas l'air dangereux, il se présente, il s'appelle Scott Johnson. Il a 38 ans, il est poseur de carrelage à Bluefield en Virginie, il campe dans les environs avec un ami. Ils sont là pour pêcher, eux aussi. Ricky demande aussitôt « Vous auriez de la nourriture ?»
Scott fouille un petit peu dans son sac, il sort des barres énergétiques, un paquet de chips et il les donne à Ricky. Puis, il lui tend de l'appât frais pour sa ligne. Les deux hommes restent au bord de la rivière, ils pêchent ensemble pendant quelques heures et cette fois, les truites mordent. Ils attrapent du poisson, plusieurs truites même. La journée de Ricky s'améliore. Quand le soleil commence vraiment à décliner, Scott fait une proposition. « Vous voulez venir dîner avec nous au campement ? Mon ami Shan et moi, on va faire cuire le poisson. » Ricky accepte. Comment refuser ? Les deux hommes emballent leurs affaires, ils marchent dans la forêt, mais au bout de quelques minutes, la canne à pêche de Scott s'accroche dans une branche basse. Il tire, mais la ligne est coincée. « Bon, écoutez, dit Scott, allez-y sans moi, mon campement est juste là-haut, tout droit, vous verrez. » Ricky hésite. Vous êtes sûr ? Oui, allez-y. Alors, Ricky continue seul avec son chien, il monte la colline, il traverse les arbres et il débouche dans une clairière. Un feu de camp brûle et penché sur les flammes, un homme immense, 2 fois la taille de Scott, 4 fois celle de Ricky, un colosse, 1,95 m, 147 kg de muscles. L'homme se redresse, il tourne la tête, il voit Ricky, un inconnu qui sort des bois. La nuit commence à tomber, ils sont au milieu de nulle part, Scott n'est pas là. Le colosse attrape un gourdin, un gros morceau de bois, il fixe Ricky d'un regard dur. « Qu'est-ce que vous faites ici, vous ?» Ricky lève les mains. « Pardon, je suis vraiment désolé. Scott m'a envoyé, je ne sais pas si c'est le bon endroit. » À cet instant, Scott sort des arbres, il tape dans le dos de Ricky. « Ah, vous avez rencontré Shan !» Shan Farmer, 33 ans, conducteur de camion de charbon, l'ami de Scott, baisse son gourdin. Il cesse de fixer Ricky, mais on sent qu'il n'est pas vraiment ravi. Un étranger dans leur campement, lui, il ne l'a pas invité. Scott pousse Ricky vers le feu. « Asseyez-vous, Shan est un excellent cuisinier, il va préparer le poisson, ça va être génial. » Ricky s'assoit à côté de Shan, le géant, qui manifestement n'est pas enchanté de sa présence. Mais Ricky ne dit rien, il a trop faim pour partir, et son chien aussi d'ailleurs. Scott s'éloigne du feu, il va jusqu'à son pick-up Ford Ranger qui est garé à côté de la Jeep de Shan. Il allume la radio et de la musique country explose dans la forêt. Ricky grimace un petit peu. Lui qui aime le silence de la nature, lui qui vient ici pour la paix, cette musique à fond dans les bois, c'est presque une profanation, presque un manque de respect envers la montagne sacrée. Scott revient s'asseoir près de Shan, les deux hommes sortent leurs couteaux et ils commencent à nettoyer les poissons, à retirer les arêtes, les écailles, les entrailles. Ricky les observe, les lames brillent à la lueur du feu, elles s'enfoncent dans la chair des truites, elles tranchent, elles coupent. Ricky suit chaque mouvement. « Je peux vous aider ?» demande-t-il. « Donnez-moi un couteau, je vais nettoyer un poisson. »« Non, répond Shan. On gère, ne vous inquiétez pas. » Alors Ricky reste assis, il regarde les lames, il regarde le reflet des flammes sur le métal, les mains qui manipulent les couteaux avec habileté, il ne dit plus rien. Finalement, Scott et Shan terminent, ils rangent leurs couteaux, ils placent les poissons sur une grille au-dessus du feu, ils ajoutent une casserole de haricots et tout ça cuit doucement. L'ambiance change, plus de couteaux, plus d'armes, juste la nourriture qui grille. Ricky se détend un peu et il commence à parler. Il raconte qu'il adore le sentier des Appalaches, qu'il vient ici depuis des années, qu'il campe pendant des semaines avec son chien et que parfois il se sent plus chez lui dans la nature que dans une maison, que pour lui, être dans ces montagnes, c'est une expérience presque religieuse, spirituelle, qu'il médite, qu'il prie, qu'il chante des incantations pour honorer Mère Nature. Shan et Scott écoutent, ils hochent la tête poliment, mais on voit bien qu'ils trouvent ce type un peu bizarre, ses rituels, ses chants, ses méditations. C'est un peu New Age, un peu étrange. Ils ne le disent pas, mais Ricky le sent. Il voit leur regard, leur sourire gêné, alors il se tait, il a honte d'en avoir trop dit. Heureusement, le poisson est prêt, les 3 hommes mangent en silence, ils dévorent la nourriture. Ricky et son chien n'ont pas mangé depuis des jours, ils engloutissent tout. Pourtant, Scott et Shan remarquent que Ricky mange sans la voracité qu'ils attendaient d'un homme affamé. Il est 20h, il fait nuit noire, Ricky pose son assiette. « Merci pour le repas ». Il se lève, il siffle son chien et il commence à s'éloigner dans les bois. Il marche 3 mètres,
5 mètres peut-être. Puis il s'arrête, il se retourne, il regarde Scott et Sean assis près du feu, et là, boum, une explosion, un coup de feu. Le bruit résonne dans la forêt, les oiseaux s'envolent des arbres, l'écho se répercute dans la vallée. Scott et Sean sursautent, ils se regardent, la terreur sur leur visage. Qu'est-ce qui vient de se passer? Sean porte sa main à son visage, du sang coule, il regarde ses doigts, ils sont rouges, il vient de recevoir une balle dans la tête, à gauche, à quelques centimètres de son œil. Scott bondit sur ses pieds. Il voit Ricky, le vieil homme frêle, le vagabond qu'ils ont nourri par charité. Il se tient dans la pénombre, un pistolet à la main, qui tire encore. Boum, boum. Scott sent un choc dans son cou, puis dans son dos. Il a été touché 2 fois. Mais l'adrénaline explose en lui, il ne sent pas la douleur, il court, il fonce vers les arbres, derrière la tente, il disparaît dans les ténèbres. Ricky se tourne vers Sean, le colosse essaie de se relever, il chancelle, il tombe, mais il est toujours vivant. Une balle dans la tête et il respire encore. Ricky lève son arme, il vise la poitrine de Sean à bout portant. Boum! La balle s'enfonce dans le thorax de Sean, pile au niveau du cœur. N'importe qui serait mort sur le coup, mais Sean Farmer n'est pas n'importe qui. 1m95, 147 kg, un géant et une volonté de fer. Il bondit sur ses pieds, l'adrénaline galvanise son corps, il se retourne, il sprinte vers sa Jeep qui est garée à côté du pick-up de Scott, il saute à l'intérieur, il démarre, il écrase l'accélérateur. La Jeep bondit en avant, les phares s'allument, il balaie la route de montagne et là, dans la lumière, Sean aperçoit une silhouette. Scott. C'est Scott qui titube au milieu du chemin, qui sort des bois en trébuchant. Sean freine, Scott grimpe dans la Jeep, il claque la porte, Sean redémarre, il file dans la nuit. Ils descendent la route sinueuse à toute vitesse. Scott a 2 balles dans le corps, une dans le cou, une dans le dos. Sean en a 3, une dans la tête et 2 dans la poitrine. 5 balles au total, et ils sont vivants tous les 2. Mais pour combien de temps? Le sang coule. Scott presse sa main contre son cou. Il sent le liquide chaud qui jaillit entre ses doigts. Chaque battement de son cœur propulse un jet de sang hors de son corps. Il se vide. Sean aussi, sa chemise est trempée. Elle est rouge, elle est collante. Il roule pendant 10 minutes, peut-être 15. Ils ne savent plus. Le temps se dilate. Chaque seconde est une éternité. Enfin, ils aperçoivent une maison, une lumière, des fenêtres, l'espoir. Sean arrête la Jeep devant la porte, Scott descend, ses jambes ne le portent presque plus. Il titube jusqu'au perron, il frappe à la porte, des coups frénétiques, des coups désespérés. À l'intérieur, 2 femmes dînent tranquillement, Melissa Miller et sa compagne. Elles entendent les coups, elles se figent, elles habitent dans un coin isolé de Dismal Creek Road. Qui peut bien venir frapper à leur porte à cette heure? L'une des femmes se précipite vers le téléphone, prête à appeler la police. L'autre s'approche de la porte avec précaution. Elle regarde par la fenêtre, mais il fait trop noir, elle ne voit rien. Les coups continuent, ils sont violents, ils sont insistants. La femme déverrouille la porte, elle l'entrouve juste une fente. Et ce qu'elle voit la fait vaciller, elle manque de s'évanouir. Un homme se tient sur son perron, entièrement recouvert de sang, de la tête aux pieds, comme s'il avait pris un bain dans une cuve de sang. Tout est rouge, ses vêtements, son visage, ses mains, et l'homme presse sa main contre son cou. La femme voit le sang qui gicle entre ses doigts en jet rythmé, synchronisé avec les battements de son cœur. Cet homme est en train de se vider de son sang devant ses yeux. « Appelle le 911 !» crie-t-elle à son ami. « Vite !» L'autre femme compose le numéro d'urgence, le 911 aux États-Unis. Elle parle à l'opérateur. « C'est urgent, un homme blessé, gravement. Adresse, vite. » Sur le perron, Scott murmure « Aidez-moi. Dismal Creek. » Puis, il s'effondre. La femme reste paralysée, elle fixe le corps allongé devant sa porte. Elle ne sait pas quoi faire, puis elle regarde vers la route. Il y a une Jeep qui est garée là, moteur au ralenti. Elle ne l'avait même pas remarqué. Des sirènes hurlent au loin, elles se rapprochent. En quelques minutes, une ambulance et 3 voitures de police s'arrêtent devant la maison. Les ambulanciers se précipitent, ils soulèvent Scott, ils le placent sur un brancard. Il court vers l'ambulance, les portes claquent,
L'ambulance redémarre, gyrophare, sirène, direction l'hôpital. Un policier s'approche de la Jeep, il ouvre la portière et Sean est affalé sur le volant, vivant à peine. Une deuxième ambulance arrive et on évacue Sean également. Les deux femmes racontent ce qu'elles savent, ce qui n'est pas grand-chose. L'homme a prononcé les mots « Dismal Creek » avant de s'écrouler, et c'est tout. Dismal Creek, les policiers se regardent, ils connaissent cet endroit, mais ils ne savent pas encore ce qui s'est passé là-haut, donc ils décident d'y aller tout de suite. 3 voitures de police remontent la route de montagne, phare allumé, vitesse maximum, direction Dismal Creek. La route serpente, elle est étroite, elle est sinueuse, elle est dangereuse la nuit. Soudain, des phares apparaissent en face. Un pick-up dévale la pente à toute allure et fonce droit sur les voitures de police. Le conducteur du pick-up freine, il dérape, il s'écarte sur le côté, il s'arrête presque. Les policiers ralentissent pour éviter la collision. Mais alors que le pick-up est pratiquement immobile, le conducteur écrase l'accélérateur, le véhicule bondit, quitte la route, grimpe sur un talus. Il se renverse 1 fois, 2 fois, 3 fois, puis il s'immobilise sur le toit, les roues en l'air. Les policiers sortent de leur véhicule, l'arme au poing, ils s'approchent du pick-up retourné avec prudence, très lentement, et un homme est coincé à l'intérieur. C'est le conducteur, il est vivant, mais blessé. Les policiers l'extraient du véhicule, ils appellent une ambulance, la 3e de la soirée, mais quelque chose cloche. Ce pick-up qui fonçait vers eux, ce conducteur qui a accéléré au lieu de rester à l'arrêt, qui s'est délibérément jeté hors de la route comme s'il voulait s'écraser, se suicider. Et puis ce pick-up, c'est un Ford Ranger. Le sergent reconnaît le modèle et il a vu le même tout à l'heure garé devant la maison des 2 femmes. Les policiers fouillent l'homme, pas de papier, pas de permis. Ils lui demandent son nom et il marmonne quelque chose d'inaudible. L'ambulance arrive, on embarque le blessé, mais cette fois un policier monte avec lui pour surveiller, pour l'escorter, parce que cet homme est suspect quand même. Et les 3 voitures de police reprennent la route, elles continuent vers Dismal Creek et elles arrivent sur le site environ une demi-heure plus tard. Les policiers se déploient dans la forêt, lampe torche allumée, ils cherchent n'importe quoi, des indices, des traces, du sang. Quelque chose qui expliquerait pourquoi 2 hommes se sont présentés chez des inconnus couverts de sang. Alors ils trouvent un campement, une tente, un feu qui brûle encore, des assiettes sales, des couverts. 3 personnes ont dîné ici, ce soir, récemment. Mais ce n'est pas le seul campement. À quelques centaines de mètres, les policiers découvrent une autre tente, plus petite, plus sommaire, isolée. Ils s'approchent, ils soulèvent le rabat et ce qu'ils trouvent à l'intérieur les glace. 30 couteaux de toutes les tailles, alignés, bien rangés. Un scanner de police pour écouter les communications des forces de l'ordre. Une carte du sentier des Appalaches avec des cercles tracés au crayon à plusieurs endroits. Dismal Creek est encerclé, mais il y a d'autres cercles, beaucoup d'autres cercles. Des tas de vêtements pour enfants, pour adultes, pour hommes, pour femmes, des dizaines de paires de lunettes et 8 paires de sous-vêtements de femmes. Un magnétophone à cassette, les policiers appuient sur lecture et une voix d'homme emplit la nuit, des hurlements, des chants, des incantations. Ça ressemble à un rituel satanique et c'est même terrifiant. Et puis, dans un coin de la tente, un document officiel, un certificat de naissance. Le sergent braque sa lampe sur le papier et il lit le nom Randall Lee Smith. Le sang se retire de son visage, il connaît ce nom. Tous les flics de Virginie connaissent ce nom, Randall Lee Smith. C'est le tueur du sentier des Appalaches. Mai 1981, donc 27 ans plus tôt, 2 randonneurs, Robert Montfort Jr. et Laura Susan Ramsey, tous les deux 27 ans, assistants sociaux dans le Maine, parcourent le sentier des Appalaches pour récolter des fonds pour une école d'enfants handicapés mentaux dirigée par la mère de Robert. Ce sont des jeunes gens généreux, idéalistes et amoureux de la nature. Le 19 mai 1981, ils s'arrêtent pour la nuit au refuge de Wapiti, près de Dismal Creek. C'est un abri rudimentaire en bois où dorment les randonneurs. Ils étendent leurs sacs de couchage
allument un feu, préparent leur repas, tout est normal. Mais quelqu'un les observe. Le lendemain, Robert et Laura ne donnent plus signe de vie. Leur famille s'inquiète, la police lance des recherches et moins de 2 semaines après leur disparition, on découvre une scène d'horreur au refuge de Wapiti. Du sang entre les lattes du plancher, un appareil photo dont on a retiré la pellicule, un livre de poche que Laura comptait lire et sur ce livre, une empreinte digitale, une empreinte sanglante. Les chiens policiers fouillent les environs. À quelques mètres du refuge, ils trouvent 2 corps enterrés dans des fosses peu profondes. Il s'agit de Robert et de Laura. Ils sont enveloppés dans leur sac de couchage. Robert a reçu 3 balles dans le visage, tirées avec un pistolet calibre 22. Laura a été frappée à la tête avec une barre de fer, puis poignardée 13 fois avec un couteau et un long clou. Elle a des blessures défensives sur les mains. Elle s'est battue, elle a lutté pour sa vie. L'empreinte sanglante sur le livre conduit les enquêteurs à un homme, un habitant de Perrysburg, la ville voisine, Randall Lee Smith, 28 ans, qui vit avec sa mère. Un homme étrange, solitaire, perturbé. Quand la police perquisitionne chez lui, elle trouve des vêtements tachés de sang, trempés dans une bassine, des vêtements qui appartiennent aux victimes. Et surtout, dans le cendrier du pick-up de Randall, il trouve une note écrite de sa main. « Ce garçon et cette fille ont été si gentils avec moi, ce sera vraiment dommage quand le moment viendra de m'en débarrasser. Je serai loin avant qu'on ne trouve le camion et ses gens. » Et Randall Lee Smith a fui en Caroline du Sud, à Myrtle Beach, mais la police le retrouve, elle l'arrête et elle le ramène en Virginie. Le procès doit commencer, mais la veille de l'ouverture des débats, Randall Lee Smith accepte un accord. Il plaide coupable de 2 meurtres au second degré. En échange, il écope de 30 ans de prison, 2 peines de 15 ans consécutives. Les familles des victimes sont tout à fait scandalisées. 30 ans pour 2 vies, c'est dérisoire. La communauté des randonneurs est indignée. Le porte-parole de la conférence du Sentier des Appalaches déclare « Randall Lee Smith est le premier meurtrier de randonneurs à avoir l'opportunité de sortir de prison. » Des manifestations ont lieu devant le tribunal, mais rien n'y fait. La sentence est prononcée. 15 ans passent. 1996, Randall Lee Smith sort de prison. Libération conditionnelle pour bonne conduite. 15 ans. Il n'a purgé que 15 ans pour 2 meurtres. Les familles sont révoltées. Robert Munford Sr., le père de la victime, déclare à un journaliste « Il ne purge même pas de peine pour un mort, encore moins pour 2. Mais Randall est libre. Il retourne vivre chez sa mère à Perrysburg. Il porte un bracelet électronique. Il doit respecter les règles de sa liberté conditionnelle et pendant 10 ans, il les respecte. 12 ans passent. 2008, Randall Lee Smith a 55 ans. Plus de bracelet électronique, plus d'argent non plus. Vivre avec sa mère n'est plus tenable, alors au début du printemps, il disparaît. Il emballe ses affaires et il s'en va dans la montagne, sur le sentier des Appalaches. Personne ne le revoit pendant 6 semaines. Des affiches de recherche sont placardées partout dans la région. Et maintenant, les policiers tiennent son certificat de naissance, trouvé dans cette tente lugubre à Dismal Creek, exactement là où il a tué Robert Munford Jr. et Laura Susan Ramsey 27 ans plus tôt. « Bon Dieu !» murmure le sergent. Tout s'éclaire d'un coup. L'homme ensanglanté, son ami dans la Jeep, le pick-up qui a foncé sur eux, l'accident, tout est lié. Randall Lee Smith a encore frappé exactement au même endroit. Et Ricky Williams, le vagabond qui pêchait au bord de la rivière, qui se plaignait d'avoir faim, qui adorait la nature et faisait des rituels spirituels, il n'y a pas de Ricky Williams. Ricky Williams n'existe pas. L'homme au bord de la rivière, c'était Randall Lee Smith. Le sergent attrape sa radio. « Contactez l'hôpital. Le type qu'on a sorti du pick-up, c'est Randall Lee Smith. Ne le laissez pas sortir. Il est en état d'arrestation pour double tentative de meurtre. » À l'hôpital Carry-On Rönecke Memorial, Scott Johnston entre au bloc opératoire. Les chirurgiens extraient la balle de son cou, mais celle dans son dos reste coincée. Trop dangereuse à retirer, elle restera là pour toujours.
On roule Scott hors du bloc opératoire, il est sous sédatif, à moitié conscient. Un policier d'État s'approche du brancard, il tient une photo à la main, une des affiches de recherche placardées partout dans le comté depuis 6 semaines. « C'est lui qui vous a tiré dessus ?» Scott ouvre les yeux avec difficulté, il regarde la photo, le visage de Randall Lee Smith. « Oui, » murmure Scott, « c'est lui. »« Vous en êtes sûr ?»« Certain. » Dans une autre salle, on opère Sean Farman. 3 balles, une dans le crâne, 2 dans la poitrine. Les chirurgiens en retirent une, mais les 2 autres sont trop proches d'organes vitaux. On ne peut pas les extraire sans risquer de tuer le patient. Elles aussi resteront dans son corps à jamais. Au même moment, dans l'aile médicale de la prison du comté de Giles, Randall Lee Smith gît sur un lit, menottes au poignet, sous surveillance policière permanente. Il a des côtes cassées, des blessures internes, mais il est vivant. Et pendant ces 4 jours de détention, Randall prétend avoir tiré en légitime défense. Il ne donne aucune autre explication. Le 10 mai 2008, 4 jours après la fusillade, un gardien entre dans la cellule de Randall, il vient lui apporter son repas et il trouve Randall inconscient, allongé par terre, il ne respire plus. On tente de le réanimer, en vain. Randall Lee Smith est mort à 54 ans, dans sa cellule. L'autopsie révélera qu'un caillot de sang s'est formé suite aux blessures de l'accident et le caillot a migré vers le cœur, arrêt cardiaque. Randall Lee Smith ne verra jamais son procès. Officiellement, pour la justice, il est innocent. Il ne sera jamais jugé pour avoir tenté d'assassiner Scott Johnson et Sean Farman. Il n'expliquera jamais pourquoi il les a attaqués. Tout comme il n'a jamais expliqué pourquoi il a tué Robert Munford Jr. et Lorash Susan Ramsey en 1981. Les enquêteurs ont des théories. Certains pensent que Randall voyait le sentier des Appalaches comme son territoire sacré, que les autres randonneurs étaient des intrus, des profanateurs, et qu'il se sentait le gardien de ces montagnes, chargé de les protéger, même par le meurtre si nécessaire. Un voisin de Randall a déclaré qu'il était presque comme un gardien du sentier, qu'il ramassait les déchets avec obsession, qu'il nettoyait les abords de la rivière, qu'il considérait les randonneurs comme des envahisseurs. D'autres pensent que Randall était tout simplement fou, qu'il vivait dans un monde délirant, conséquence d'une enfance traumatique peut-être. Ses parents avaient divorcé quand il avait 6 mois, sa mère l'avait élevé seul, il n'avait jamais connu son père, il n'avait jamais eu d'amis, il restait un éternel solitaire, inadapté, dangereux, peut-être. Une autre hypothèse évoque une obsession romantique pour Laura Ramsey en 1981. Elle avait été gentille avec lui, elle lui avait parlé dans un magasin près du sentier et Randall, qui n'avait jamais connu de femme, aurait développé une forme de fixation. Il aurait tenté de la séduire. Robert Munford aurait alors interféré et Randall les aurait suivis et tués tous les 2. Mais tout ceci n'est que spéculation car Randall n'a jamais avoué, il n'a jamais donné d'explication. Il n'a jamais manifesté le moindre remords. Ce que l'on sait, c'est que Scott Johnson et Sean Farman ont raconté après leur convalescence. Ils ont accordé leur première interview en juin 2008, 1 mois après les fêtes. Ils n'avaient rien fait de mal, ils avaient vu un vagabond qui semblait affamé, un alcoolique peut-être, un sans-abri, et ils avaient voulu l'aider, lui donner de la nourriture, passer du temps avec lui, le faire se sentir humain. Scott a dit il avait l'air normal, un campeur ordinaire, bon, peut-être un peu miteux, mais pas menaçant. Sean a ajouté je ne pensais rien de particulier de cet homme, sinon qu'il était maigre et que son chien avait l'air affamé. Il ne savait pas que Randall Lee Smith avait été libéré de prison. Il ne l'avait jamais vu, il ne le connaissait pas, et pourtant, ils avaient dîné avec un tueur. Scott et Sean ont également dit que pendant le repas, Randall avait menti. Alors déjà, il avait prétendu s'appeler Ricky Williams, il avait prétendu venir de Newport, il avait prétendu avoir un diplôme d'ingénieur de Virginia Tech, tout était faux. Mais Scott et Sean ne lui en avaient pas tenu rigueur, ils pensaient qu'il essayait tout simplement de les impressionner. Alors pourquoi Randall les a-t-il attaqués ? Peut-être la musique country qui l'a offensé ? Peut-être le fait qu'il lui ait refusé un couteau quand il a proposé d'aider. Peut-être simplement parce qu'ils étaient là, dans sa montagne, sur son sentier sacré. On ne le saura jamais.
Quant au cercle tracé sur la carte du sentier des Appalaches trouvé dans la tente de Randall, il demeure un mystère. La police s'est rendue à tous ces endroits, elle n'a rien trouvé, aucune trace de violence, aucun indice d'autres crimes. Les vêtements, les lunettes, les sous-vêtements féminins, des analyses ADN ont été effectuées, aucune correspondance avec des personnes disparues dans les fichiers de police. Alors soit Randall collectait ces objets pour d'autres raisons, soit il a commis d'autres meurtres, des meurtres dont on n'a jamais découvert les victimes, des randonneurs portés disparus, jamais retrouvés, avalés par la montagne, on ne le saura jamais. Car Randall Lee Smith a emporté ses secrets dans la tombe. Aujourd'hui, Sean Farmer a toujours une balle dans la tête et une autre dans la poitrine. Scott Johnson a toujours une balle dans le dos et de grandes cicatrices sur le cou, et ils souffrent encore tous les deux, mais ils sont vivants. Et chose incroyable, ils retournent régulièrement à Dismal Creek, ils y campent, ils y pêchent, ensemble, comme avant. Sean Farmer a déclaré « Je campe toujours, je me retrouve seul dans les bois. La seule chose qui a changé, c'est que j'étais monsieur gentil avec les étrangers et je ne le suis plus. Je ne l'étais pas avant que ça arrive. » Scott Johnson a dit « J'ai l'impression d'avoir retrouvé ma vie. Nous avons encore un peu mal tous les deux, mais tout le bien qui est sorti de cette histoire a compensé le mal. Si cela m'a appris quelque chose, c'est d'apprécier les petites choses de la vie et de vivre au jour le jour. Ce qui est une très bonne leçon de vie. » Et puis Scott a ajouté cette phrase qui résume tout. « Randall Lee Smith nous a traqués ce jour-là, Sean et moi, et nous avons survécu. » Souvenez-vous de continuer à apprécier toutes les petites choses de la vie et également les récits de l'ombre. Je serai de retour bientôt.